Meuf. Aujourd'hui, je reçois Astrid de Smile Innov, qui est une entreprise spécialisée dans l'immobilier et l'architecture écologique. Bonjour Astrid. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux me parler de toi et de Smile Innov? Avec plaisir. Bah écoute, moi je m'appelle Astrid, j'ai 28 ans. Enchantée mon homonyme, du coup. Je vis sur la région parisienne. J'ai développé le projet de Smile il y a maintenant à peu près depuis 2021. Et le projet de Smile en fait a pour but de promouvoir un petit peu tout ce qui est agence immobilière durable et architecture d'intérieur. En fait, j'accompagne mes clients de l'achat ou de la vente à la rénovation énergétique et écologique en intérieur. D'accord. Et on fait tout ce qui est construction de maisons conteneurs à côté. Ok, donc ton entreprise, c'est vraiment de permettre à des personnes qui souhaitent acquérir un bien, de pouvoir les aider à acheter leur bien, à aider à ce que leur bien soit conforme aux normes écologiques, durables, et de les aider aussi à trouver tout ce qui est financement et autres prestations qui va autour. C'est ça. C'est une prestation globale. En gros, c'est de permettre à mon client d'avoir beaucoup moins d'interlocuteurs, d'avoir en fait seulement un interlocuteur, voire au maximum 4, notaire, agence bancaire et moi-même, et ensuite de diminuer le maximum d'interlocuteurs qu'il peut avoir. Le fait que j'ai une double casquette, ça permet au client de se projeter plus facilement, de pouvoir aussi voir les avantages et les inconvénients du bien et de pouvoir lui présenter un bien en fait un peu plus qui prendra un peu plus soin de lui. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout simplement, j'ai mon projet en fait qui est né du fait que ma mère soit arrivée en France et qu'elle a été à la rue. Et en fait, de là, elle a toujours rêvé d'avoir un bien qui lui appartient. Et moi, en fait, j'ai eu des problèmes de santé plus jeune. Et j'ai voulu répondre en fait avec Smile à tout ce concept en lui-même, de permettre en fait aux gens d'avoir un bien, de pouvoir acheter, de pouvoir se dire je suis enfin chez moi, que ce soit un appartement ou une maison, et de se dire que du coup derrière à l'intérieur ça soit sain. D'accord. Donc en fait, ce que tu me disais un petit peu plus tôt en off, c'est que tu avais aussi des problèmes de santé qui étaient liés à l'environnement dans lequel tu vivais et que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être néfaste à la santé en fait. C'est ça. Exactement. La pollution interne. Grosso modo, en fait, ce qu'il faut savoir, parce que les gens le savent pas, mais la pollution intérieure est la 4e cause de mortalité dans le monde. Donc ouais, je sombre un peu notre podcast. Mais grosso modo, en fait, c'est pour expliquer que on parle beaucoup de la pollution extérieure, mais en fait, on est souvent dans les intérieurs. On a pratiquement 90% de notre temps en intérieur, parce que tu quittes chez toi, t'arrives dans des bureaux, tu quittes les bureaux, tu vas dans un restaurant, une activité où en fait, on est souvent dans un lieu enfermé, et ensuite tu reviens chez toi. Donc au final, on l'a vu pendant le Covid, les gens créaient des maladies cardiovasculaires ou autres, et en fait la pollution intérieure est créée par tout le mobilier, tout le matériel qui est autour de nous, qui dégage du CO2. C'est l'équivalent, si tu préfères, d'une voiture que tu respires en train de tourner pendant pratiquement 1 heure. D'accord. Voilà, sur une semaine de temps. C'est pour ça qu'il faut ouvrir ses fenêtres, c'est pour ça qu'il y a aussi des normes écologiques qui sont remises en place tout le temps. Et aujourd'hui, moi, l'objectif de Smile, c'est de pouvoir en fait accompagner les gens jusqu'à être les pieds sous la table ensemble, et de leur proposer à la fois un logement qui correspondront à leurs critères, et à la fois de pouvoir répondre à ce besoin en fait de personnalisation, mais en répondant de manière globale à toute la partie écologique, donc de pouvoir leur proposer des papiers peints par exemple écologiques, de proposer aussi des tapis, des tables, de proposer aussi un agencement ergonomique et confortable, et permettre en fait sur du long terme un confort, une évolution dans ce même bien. Donc en fait, quelqu'un qui fait appel à toi, c'est quelqu'un qui va avoir une prestation clé en main. Exactement, complet. Donc toi, tu fais tout. Je fais tout. De A à Z. J'ai toutes les casquettes de A à Z. Et en fait, qu'est-ce qui t'a... est-ce que c'est ton expérience personnelle, mais c'est aussi ton parcours scolaire aussi qui t'a amené à ça? Alors, qu'est-ce qui m'a amené en fait à faire ce projet, comme je l'ai expliqué, c'est par rapport à l'histoire de ma mère déjà de 1, et la mienne. Pour être transparente, j'ai eu une tumeur en fait dans le passé, et qui a fait qu'elle est encore présente aujourd'hui, mais qui a créé ce besoin aujourd'hui de répondre à une solution, parce que je ne suis pas la seule, parce que d'autres personnes peuvent aussi potentiellement en avoir, et de me dire en fait comment je peux répondre à cette problématique que moi j'ai réussi à surmonter.
j'ai mon parcours où j'ai eu en fait du coup mes problèmes de santé qui sont survenus, parce qu'en fait de base j'ai fait un bac S. Alors maintenant je sais pas si c'est toujours la même chose. Tellement de filiales, il y a des trucs qui changent, donc je sais pas trop. Tout change. Mais j'ai avancé en fait en premier lieu en fait sur du génie civil, donc j'étais vraiment dans le domaine de l'architecture. Et en fait mes problèmes de santé ont vraiment pris beaucoup de place, donc j'ai été à un moment donné paralysée, je ne pouvais plus marcher, et ainsi de suite. Et du coup, je me suis remise en question. Et j'ai décidé de faire un double cursus. C'est-à-dire que du coup, on va dire le domaine qui m'a un peu ouvert les portes, c'était le domaine du commerce. Et donc du coup, j'ai continué grosso modo à m'orienter en fait dans le domaine de l'architecture. Et j'ai voulu poursuivre en fait avec le monde qui m'accueillait un petit peu, donc le commerce. Donc j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait du commerce en magasin, donc en tant que conseillère, j'étais adjointe, responsable. J'étais aussi au marché de Rungis. J'ai aussi fait responsable et marketing et commercial dans une boîte de médicaments et de tout ce qui est transport de machines de type IRM et autres. J'ai voulu en fait vraiment tester un petit peu de tout et je me suis complètement éloignée du salariat parce qu'en fait il y a eu beaucoup de choses qui m'ont déçue. Comme une fois en fait la partie qui m'a le plus déçue, ça a été un échange que j'ai pu avoir avec un de mes anciens patrons. Où il s'était passé en fait j'étais bloquée dans mon parking. Je devais aller au travail. Je l'appelle un petit peu plus tôt pour lui expliquer que j'allais arriver en retard, donc voilà, j'ai pas forcément précisé de temps exact, mais j'avais dit 15 minutes au minimum. Et du coup, en gros, il était 7h du matin. Je devais commencer à 9h. C'était un peu loin de chez moi. J'en avais pour 1h20 de trajet. Et du coup, ne pouvant pas sortir de mon parking, une fois arrivé au travail, j'arrive là-bas et mon patron me demande de venir dans son bureau. Je me dis ok, pas de souci. Finalement, il me dit plus jamais tu refais ça. Je lui dis pourquoi? Qu'est-ce que je dois pas refaire? Je comprends pas trop. Et il me dit t'arrives plus en retard. Je lui dis mais pourquoi tu me dis ça? D'habitude je pars plus tard. De base je finis à 17h ou 18h. Et là en fait des fois je peux partir à 19h, 20h. Enfin je reste vraiment beaucoup plus longtemps pour le travail. C'est rare que j'arrive en retard. Et là tu me dis ça. Et il me dit oui mais moi je vous surveille. J'ai dit c'est-à-dire, et en fait il y a des caméras, tu sais, dès que tu passes le pas de l'entrepôt, enfin dès que tu rentres, oui. Et en fait il y a des caméras et donc en fait il sait à quelle minute ou pas une minute où on arrive, oui. Et en fait comme j'avais dit à peu près 15 minutes environ et que j'ai peut-être à 18 minutes ou un truc comme ça, j'ai pas respecté ces 15 minutes environ, il était pas content et ça m'a choquée. Ça m'a clairement choquée parce que du coup je me suis dit attends, je me démène pour une boîte qui n'est pas la mienne. Je mets ma pierre à l'édifice, on ne me remercie jamais, mais dès qu'il y a un truc négatif, en fait, tout de suite, on me rebond, enfin, on m'aboie dessus, enfin, je comprends pas trop, tu vois. Et donc, on va dire que ça a été un peu le déclenchement de mon départ. Et j'ai voulu partir de là assez rapidement, ouais. Et c'est vraiment là que t'as eu une rupture quand même avec le monde professionnel. Tu t'es dit ouais, c'est vraiment pas pour moi parce que j'arrive pas à me retrouver, parce que j'ai pas de sens, parce que dès que je fais une erreur, on est là à me tomber dessus. Enfin, t'as senti quand même une injustice quand même. Je dirais que j'ai senti une injustice bien avant déjà, parce que il y avait déjà le fait que quand j'ai eu mes problèmes de santé, il y a plus le monde dans lequel je voulais aller qui pouvait m'accueillir correctement. Le monde qui m'a accueilli les bras ouverts. C'est un monde un peu de requin aussi, déjà de base. Mais en fait, quand tu veux mettre ta pierre à l'édifice, on te remercie pas comme tel. Je donne un exemple. J'ai été responsable en boutique. Les filles, elles se démenaient pour faire des beaux tickets, des beaux trucs et tout. On pouvait les afficher, mais finalement, en fait, ce qu'elles affichaient, tu le voyais pas forcément en fait sur les primes ou quoi que ce soit. Donc au final c'était un travail qui était fourni et donné parce que t'es la marque, enfin tu représentes la marque en étant en magasin, tu représentes la marque en fait un petit peu partout et au final tu te rends compte que tu as beau fournir du travail, du temps et de l'énergie et en fait on te remercie pas, on te reconnaît pas, on voit pas ce que t'es dans la capacité de faire, etc. Et j'estimais que j'étais pas en fait je devais pas me bloquer à ça. Et en fait, peu importe dans les structures dans lesquelles j'ai été, j'ai trouvé que j'étais bloquée. Soit c'était par les collègues qui n'avaient pas assez de maturité, ou alors ils étaient un peu fermés ou autre. Soit c'était par le biais du fait que les réglementations de l'entreprise qui étaient compliquées. Soit ou le salaire, tout simplement, parce qu'il n'était pas suffisamment élevé.
Et ça pouvait aussi venir de la dernière raison que je t'ai expliquée, où tu dois te justifier pour tout et pour rien, et au final on te reconnaît pas à ta juste valeur dans l'entreprise. Donc pas de reconnaissance, pas de confiance. Ouais, vraiment un global de tout en fait, du fait que je puisse pas contribuer à quelque chose réellement, ou en tout cas quand tu contribues, c'est pas ton nom qui est dedans. Ouais. Pas de reconnaissance. Moi, pour le coup, je trouve que c'est important aujourd'hui de reconnaître que la personne elle a fait du bon taf, qu'elle a fait quelque chose de bien, et de reconnaître que c'est elle qui l'a effectué et pas forcément toi. Tu vois, que ce soit ton collègue, le féliciter ou quoi que ce soit, il y a pas forcément eu ça. D'être conditionné tout le temps, à être enfermé dans des conditions, arriver à telle heure, partir à telle heure, faire telle tâche, revenir, c'est pas moi. Oui. Et c'est vraiment tout ce cumul d'actions, parce que j'ai vraiment varié dans mes... Oui, je t'ai vraiment essayé à plusieurs métiers pour vraiment te rendre compte de ce qui t'allait, ce qui t'allait pas. Ouais, clairement. Ouais. Et au final, c'est là où je me suis rendu compte que je voulais revenir à la source. Et je voulais répondre vraiment aux besoins aujourd'hui de ce qui me touche le plus. Et ce qui me touche le plus, c'est ma famille et moi. Donc du coup, répondre à un besoin qui pourra peut-être aider d'autres personnes. Et comment ça s'est passé au niveau de la phase de démarrage de ton projet? Tu me disais un peu plus tôt que la phase de démarrage a été compliquée parce que vous n'avez pas réussi à trouver votre marché tout de suite. Ouais, alors en fait, quand on a démarré, on a eu plusieurs difficultés. La première, c'était que de base, je me suis lancée avec une associée. Moi, j'avais tous les diplômes, elle les avait pas tous. Et malheureusement, on a eu beaucoup de blocages, que ce soit chambre du commerce, que ce soit dans le dépôt de tes statuts, que ce soit dans le démarrage. Donc, on a réussi à ouvrir en 2021. Et quand on a trouvé la solution, ça a été en fait l'emplacement dans la niche où on avait décidé de se placer, c'est de savoir en fait comment représenter nos prix face aux clients, comment représenter aussi notre offre finalement, et est-ce que la cible qu'on voulait viser de base c'était la bonne. Donc c'est la phase de test la première année, et malheureusement ça a été difficile parce que les clients te remettent beaucoup en question. Toi tu viens d'arriver, donc tu te remets aussi en question, tu te dis peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut baisser tes prix, ou alors tes prix sont déjà de base à ce prix-là, mais toi tu te dis mais en fait on est deux, on doit se payer dans un an, comment on va faire? Et c'était plein de petits questionnements qu'on a eu, et on est plein de difficultés dans ce sens. Et ensuite, la dernière difficulté que j'ai pu avoir sur cette même année, ça a été le départ de mon ex-associé qui a quitté le navire et qui a été elle a quitté le navire assez brutalement. Et donc du coup, j'ai dû tout reprendre, que ce soit les clients qu'elle avait, et en fait, elle est partie avec des problématiques clients, et moi du coup derrière ce que je devais continuer à faire, quoi. Donc du coup, ça a été difficile pour toi de gérer cette période-là? Ouais, complètement. Complètement, ça a été très difficile, mentalement parlant, physiquement parlant. Comme je te disais un petit peu plus tôt, je pouvais faire des 9h, 4h du matin parce qu'en fait, j'étais dans mon truc. Et quand il fallait que je me déconcentre, j'y arrivais pas. Enfin, j'étais dans ma bulle, il fallait que je réussisse à remonter le bateau, je sais pas comment on peut dire ça, mais la pente, voilà, merci. Oui, parce que là, je trouve plus mes mots. T'étais seule dans le navire, donc il fallait que tu reprennes un peu tu vois. Et voilà, et y aller petit à petit, mais ça a été très difficile sur cette période, et ouais, ça a été l'une des périodes les plus dures pour moi que j'ai pu. Je me suis même remise en question de pourquoi j'avais lancé la société, pourquoi je suis pas restée comme tout le monde au salariat. Dans le salariat. Ouais. Mais ouais, c'est quand quand c'est difficile, mais les cloches, les spots du salariat qui sont là, reviens. C'est clair. Ouais, mais des fois on se dit c'est difficile. Mais après, sur le fait que ce soit difficile, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui se confient sur cette étape-là. Je remarque qu'il y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce moment où ils ont baissé les bras, tu vois, où ils ont été dans le mal. Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui se confient sur ça, mais en fait, je trouve ça tellement important. Et en fait, à force de discuter avec des entrepreneurs un peu à droite à gauche, je me rends compte que tout le monde avait envie de tout arrêter en bout d'un moment, mais personne n'en parle. Bah, en fait, je pense qu'on n'en parle pas parce qu'en fait, la vue de l'entrepreneuriat au niveau du regard des autres, du moins des personnes qui sont dans le salariat ou ceux qui ont déjà réussi, c'est oui, il y a des moments difficiles, mais c'est un beau parcours parce qu'en fait, tu passes partout. Et l'expérience, elle est tellement enrichissante que du coup, je pense que tu retiens pas le négatif, tu retiens quand même le positif. Et donc, du coup, quand quelqu'un se lance, tu vois, j'aurais bien aimé qu'on me dise, ouais, ça va être chaud. Non, mais en fait, ils disent, oui, ça n'a pas été facile, ça a été, un parcours rempli d'embûches. Ouais, semé d'embûches et tout, mais je trouve que personne ne dit
clairement ce qu'il a vécu. Ouais. Qu'est-ce qui a été difficile? Est-ce que c'était la levée de fonds? Est-ce que c'était la perte d'un associé? Est-ce que c'était le recrutement? Est-ce que c'était la légitimité, la posture? Enfin, je trouve qu'il manque un peu de ce truc où on dit ouais, ça a été difficile, mais quoi exactement? En fait, je pense que c'est parce qu'en fait, on a tous un parcours différent et nos entreprises sont toutes différentes. Et je pense que du coup, enfin, moi de mon côté, en tout cas, ma difficulté, ça a été ça. Après, voilà, il y a aussi les concours, les préparations, parce que tu vois, t'es dans l'entrepreneuriat, on te dit, bah potentiellement, t'auras peut-être une aide financière, donc essaye. Donc toi, tu dis, tu vas essayer, donc tu lâches du temps sur la récupération de clients pour faire ça, et au final, t'échoues ou tu gagnes. Enfin, tu vois, c'est du temps que tu consacres. Tu dois mobiliser ton temps. Ouais, et l'organisation, et je dirais que, ouais, je crois que c'est la plus grosse difficulté que j'ai pu avoir, c'est l'organisation. Après, ça a été le fait de trouver la part de marché réellement qu'on veut de trouver donner. Son marché cible. Voilà, c'est ça, de trouver son marché cible, mais l'offre aussi qu'on propose. Parce que comme je te disais, nous en fait, on était sur une offre à la fois d'agence et à la fois d'architecture, où on combinait les deux. Et en plus de ça, il fallait, on a ajouté le côté écologique qui était déjà difficile d'accoupler les deux, et d'ensuite rajouter cette petite touche. Voilà, c'est cette difficulté-là que j'ai trouvé qui était dure en fait pour nous, de trouver une offre bien spécifique pour les clientèles qu'on voulait cibler, et qui derrière, voilà, avec l'organisation où t'es en décalé mais complet par rapport à tout le monde, tu te lèves à la même heure, mais tu finis pas à la même heure, tu fais des journées où tu fais du 12-12, 10-10, t'arrives plus à avoir la notion du temps, et à un moment donné, tu es dans ta bulle, et en fait, on te stoppe dans ta bulle, t'es plus bien, quoi. Oui, t'es un peu omnibulé par ton projet d'entreprise, tu vois plus rien en fait. C'est ça. Ok. Marie, t'es un zombie. Un petit peu, je vais pas mentir. Non, mais c'est vrai que je vais pas dire une aliénation, c'est un peu difficile de dire ça, mais il y a un truc un peu, il y a une notion d'urgence quand tu commences. Genre, t'as l'impression que faut que ça soit fait tout de suite. Tout de suite. Faut que ce soit urgent, faut que ce soit, faut déballer, faut y aller vite, en fait, et tout. Tu te dis, si tu fais pas, tu ne gagnes rien. Donc, du coup, t'es là, tu te dis, mais en fait, on m'a pas appris ça quand on était là. Ouais, mais avec le temps, on se rend compte qu'il y a une notion de temporalité, et que ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien de courir. Chill. On est sur un marathon, on n'est pas sur une course. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens et beaucoup de personnes, quand elles parlent d'entrepreneuriat, t'as tous ces termes booster, accélérateur. T'as l'impression que ça va vite, c'est un truc qui file et il faut courir après. Ouais. Alors qu'on nous apprend pas trop à prendre notre temps. Ouais. Enfin, qu'il y a un vrai parcours dans ton évolution d'entrepreneur, et que du coup que tu vas te péter voilà, tu es obligé d'échouer en fait pendant ton parcours pour réussir à trouver la bonne clé en fait qui ouvrira la porte de ta réussite, quoi. Mais c'est beau. Ouais, t'as vu, j'ai sorti comme ça et tout en plus. Attends, je suis dans l'immobilier, faut bien que je te sorte un truc avec quand même. Tu vas me sortir tout. Alors tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Ah non, évite de sauter par la fenêtre, tu vois, c'est plus de ça. Et est-ce que tu as été accompagnée par une tierce personne pour créer ce projet, par exemple un incubateur, un projet particulier? Alors, figure-toi que oui. Par plusieurs, et je trouve que c'est plutôt bien. Parce qu'en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves vite seule. Et, moi, j'ai été accompagnée, donc, au démarrage, donc j'avais déjà, avec mon associé, réalisé, le business plan. On l'a quand même montré, en fait, au groupement d'entrepreneurs. Donc, c'est un cadre qui est d'accompagnement par la mission locale. Mm-hmm. Ensuite, je sais pas si ça te parle, mais l'E4Good, on l'a fait. Et j'étais hyper contente d'en faire partie parce que c'est vraiment les entrepreneurs qui sont tournés vers le social, vers le RSE, etc. Vraiment dans ce côté-là. Donc j'étais hyper ravie d'en faire partie. J'ai été même lauréat il y a 2 ans maintenant. Et j'ai aussi fait EDLV. Entrepreneur dans la ville, qui est j'ai été dans l'incubateur d'entrepreneurs dans la ville, qui m'a accompagné parce que nous on était déjà lancés. Ils ont deux parties, deux parcours. Ouais, 2 parcours, ceux qui viennent, qui ont le projet, et ceux qui se sont déjà lancés. Et je t'avoue que ça a été
pour moi, que ce soit Live for Good qui organisait des petits camps ou E2LV, dès qu'on est arrivé chez eux, hop, on partait à Cannes, bam, je me suis dit trop bien, tu vois, je vais pouvoir lâcher prise. Et au final, on a lâché prise sans lâcher prise, tu vois, mais c'était vraiment cool d'avoir d'autres entrepreneurs, d'avoir des discussions avec d'autres entrepreneurs, de voir d'autres parcours que le sien. Et en fait, tu dis ouais, toi t'es enfermé, tu fais ça, et en fait eux aussi sont dans la même galère, ou en tout cas des galères différentes. Et en fait, un échange de parcours, un échange de procédés, de bons procédés en tout cas, et c'était vraiment cool. Donc tu t'es fait accompagner, t'as fait les incubateurs, etc. Tu t'es positionné sur le marché, t'as trouvé ton offre. T'as accusé le coup de la perte de ton associé. Ouais. Quand t'es arrivé sur le marché, comment les entreprises historiques de l'immobilier l'ont pris? Parce que ta proposition, elle est un peu hybride. Oh ouais, elle est un peu hybride. Tu touches à deux marchés en même temps. Ouais. Peut-être trois marchés. Pratiquement, ouais. Toi, t'arrives... Voilà, je vais tout casser, tu vois. Non, mais en fait, ils l'ont très mal pris. Tu m'étonnes. C'est comme les taxis avec Uber. Ouais, exactement. En fait, ils l'ont mal pris parce que, par exemple, dans le secteur où je suis, parce que je suis plutôt orientée sud parisien, mais je fais toute la région Île-de-France et je fais même les Antilles. Et aujourd'hui, pour eux, c'était de la vraie concurrence. Parce que en interne, ils avaient pas la double casquette que moi je pouvais avoir, et ils ne proposaient pas aussi la solution que je proposais. Donc c'était assez conséquent, parce que moi, tu vois, tout le monde me parlait, mais va t'adresser aux agents immobiliers, essaye de créer des partenariats avec eux pour faire des ventes de maisons, d'appartements, ou même si c'est pas toi qui les vends, propose ton offre pour faire la solution de rénovation énergétique. Et en fait, tout le monde me disait ça en fait à chaque fois que je parlais de mon projet. Mais les peu de fois que j'ai pu aller voir les grosses sociétés que vous connaissez peut-être, Orpi, Stéphane Plaza, etc. Donc lui, il a complètement changé la dénature de la nature de l'architecte, etc. Mais ça reste cool dans le sens où il a proposé autre chose. Bah, c'est pareil que lui. Ça a été un peu détesté des autres agences, parce que du coup, il a créé ses propres agences après derrière, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, le concurrent n'accepte pas forcément le nouveau. Par contre, tu vois, j'ai eu des partenariats qui ont été plutôt intéressants, comme aujourd'hui Leroy Merlin, où j'ai été l'une des référentes dans le 91-78 par exemple en tant qu'architecte, mais derrière ils proposaient aussi les solutions que je pouvais proposer d'accompagnement en architecture. Et ça pouvait être plutôt intéressant, parce que quand les gens viennent chez Leroy Merlin, c'est pour des petits trucs de bricolage, ou en tout cas ils viennent chercher du conseil. Et en fait, en cherchant ce type de solution, en fait, ils sont en train de développer des solutions qui répondent potentiellement aux offres un peu comme les miennes, qui peuvent accompagner les clients, quoi. D'accord. Donc, par les agences immobilières, t'as été mal reçu parce que t'étais plus en concurrence avec eux. Ouais. T'aurais juste fait de la déco, ce serait passé? Non. Je pense pas, parce qu'en fait, le fait que du coup tu annonces aux clients que tu es aussi agent, et que même s'ils te disent non, tu prends que la casquette archi, en fait ça les gêne, parce que les clients, en fait, automatiquement, tu sais, c'est comme tout, maintenant on a internet, tu vas tout de suite faire ta recherche sur la société, sur la personne, sur le truc. Et en fait, automatiquement, eux, en fait, ils se disent, mais en fait, je comprends pas, tu me présentes quelqu'un, la personne fait aussi ça, pourquoi? Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, même aujourd'hui, les agents immobiliers, j'ai eu des retours d'expérience de confrères, en fait, dans architectes d'intérieur, ou bâtiments aussi tout court. Et en fait, aujourd'hui, les agents immobiliers n'utilisent pas, en fait, ce qu'ils demandent aux archis, parce qu'ils savent pas le faire. Ils utilisent pas encore ce truc-là, ils savent pas encore jongler entre les deux. C'est vraiment deux secteurs qui, pour le coup, est distinct, mais ils arrivent pas à le mettre en adéquation. En adéquation, ouais. Et c'est encore quelque chose qui est très difficile. Mais c'est deux choses, c'est deux lignes parallèles, en fait, entre l'immobilier et la déco. Enfin, t'as l'immobilier qui fait la vente, et après, ton décorateur, il vient par la suite. Ouais, mais ça tu vois, des fois, ça arrive que il demande, en fait, tu vois, par exemple, t'as un appartement, tu vas faire la visite, mais il demande quand même des fois à l'archi de faire des modélisations, des trucs, mais il les utilise jamais. Et en fait, ça veut dire que tu fais une modélisation et que mais t'es pas rémunéré pour faire ta modélisation? Certaines archis, non. Des fois, elles sont rémunérées parce que elles font parce que la vente a été faite. On a vu.
Et tu vois, il y a du travail qui est fait. Des fois, c'est vrai, fait, des fois, c'est pas fait, tu vois. Et en fait, même des fois, quand c'est rémunéré au plus bas prix. Parce qu'en fait, pour eux, ils estiment que, si même les agents immobiliers, ils estiment pas aussi ce travail-là, comment tu veux réussir à le transmettre aux clients si eux-mêmes, en fait, ils y croient pas, tu vois. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a ce côté où c'est avantageux d'un côté, le fait que j'ai fait cette structure, parce que j'ai essayé de réunir plusieurs casquettes sous une et avoir un interlocuteur pour mon client. Mais dans un autre sens, c'est tellement nouveau pour le client que il est un peu perdu. Ouais, c'est ça. Il disait mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est un peu ça, vraiment. Elle fait de l'IMO, fait de la déco, fait de l'écologie, que fait-elle? C'est ce qui se pose. Mais pour le coup, la plupart des clients qui ont pu être accompagnés, ils ont été satisfaits à 100%. D'accord, donc c'est vraiment l'accompagnement à la globalité, de faire, enfin, c'est un travail de pédagogie. Énorme. Ouais, d'expliquer un peu d'où tu viens, quel est ton regard, quelle est ton expertise, qu'est-ce que tu as pu constater sur le marché. C'est ça. Et comment tu réponds à tout ça aujourd'hui. Ok. C'est vraiment déjà dans l'immobilier classique, mais en plus quand des fois la proposition du conteneur habitable, elle est faite, mais c'est la panique à bord. J'en ai entendu parler, c'est génial ce que tu fais, mais il y a la crainte. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est viable sur du long terme? Est-ce que mais oui, teste. Il y a des espaces vitrines. Enfin, alors après, les gens font des kilomètres ou non. Mais j'ai mes partenariats qui ont utilisé ce concept-là. Allez le voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, eux, ils veulent tout au bas prix, mais pas forcément. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. Je pense que c'est aussi le profil de clientèle que je vise, qui a ce côté aussi, ils sont renfermés, en fait, sur... Mais du coup, quel type de clientèle tu touches? Le type de clientèle que je touche, c'est tu vas me dire, c'est du marketing et tout. C'est du CSP+. Donc, du coup, en gros, c'est des profils clients qui ont ce profil de premier acquéreur. Donc les primo-accédants et les secondo-accédants. C'est des personnes qui ont un démarrage de vie de famille sinon et qui ont une évolution possible. Donc qui viennent d'avoir un enfant, ou qui veulent déménager ou qui veulent une maison secondaire. D'accord. Une maison secondaire carrément. Ouais. Ok. Ton CSP+, il est bien là. Ouais. C'est juste d'avoir une maison, c'est compliqué, une maison secondaire. Non, ça dépend des profils, ouais. T'as des profils où, pour le coup, sur la région parisienne, je vais pas te mentir, oui, c'est compliqué. Mais il y a des profils qui se reculent de la région parisienne, justement, pour obtenir cette seconde maison. Mais du coup, est-ce que t'accompagnes aussi des personnes qui veulent faire des investissements immobiliers? Enfin, qui veulent pas forcément vivre dedans, mais... Alors, j'accompagne les personnes qui veulent juste faire de l'investissement immobilier pour personnaliser et rendre le bien un peu original. Je te donne un exemple. J'avais accompagné un client il y a 1 an à peu près sur un bien de type atypique. C'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'il voulait faire du Airbnb ou autre. Oui. Et en fait, il a créé en plein région de Paris, en plein Paris, 14e, il a créé en fait une sorte de love room. Une love room? Ouais. D'accord, ok, parfait. Une sorte de love room et en fait, t'avais un espace en bas parce qu'en fait, c'était une sorte de duplex à l'envers. Donc, t'avais l'espace en bas où on avait jacuzzi, spa, sauna, etc. qu'on a créé. Et au-dessus, on a créé une petite chambre avec projecteur, petite salon de cuisine et un petit espace, tu vois, assez sympathique. Ouais, d'accord. Juste avant les JO, tu vois, exprès et tout. Ouais. Il était content. Ok, très bien. Donc oui, même les investisseurs peuvent se lancer à partir du moment où ils veulent ce côté un peu se lancer, être accompagnés, avoir le maximum de conseils parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a et ce qu'on a besoin quand on est perdu et d'avoir ce côté un petit peu éco que je peux apporter. Éco-responsable. Ouais. Est-ce que maintenant tu peux nous parler du concept de maison évolutive? Ouais, bien sûr. Et en quoi elle diffère des maisons classiques et pourquoi sélectionner ce marché? Ce type d'offre, en fait, je l'ai sélectionné parce que je m'inspire beaucoup de ma famille. C'est simple. Je vais Ta pas famille aller. est une source d'inspiration. Ouais, c'est une source d'inspiration, mais claire, tu vois. Et je me dis, en fait, si ça se passe comme ça chez moi, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes chez qui ça se passe. D'accord. Et en fait, le concept de maison évolutive, c'est le concept de maison où, en fait, tu crées, en fait, ta construction de maison.
58 mètres carrés, 75 mètres carrés, 100 mètres carrés plein pied. Quand on dit plein pied, c'est qu'il n'y a pas d'étage. Et en fait, avec le concept en question que j'accompagne, c'est comme si j'accompagnais un couple qui vient de se marier ou un couple qui envisage en fait d'avoir des enfants plus tard, mais qui n'ont pas à l'instant T les moyens de pouvoir investir dedans, de pouvoir envisager tout de suite la suite et de programmer la projection financière et ainsi de suite. C'est-à-dire que du coup, que ce soit au niveau des plans, de pouvoir préparer en fait le prémontage par la suite et de leur définir en fait une arrivée, c'est-à-dire l'escalier, avoir la partie sur le toit qui est prédéfinie pour créer l'escalier, tu vois, tout dans l'attente en fait de l'évolution. Ou même là, pour te donner un exemple, j'ai un client à Aubervilliers, il vient d'avoir un petit bébé et en fait du coup ils étaient dans un T3 aujourd'hui et ils ont voulu faire évoluer leur maison parce qu'ils n'avaient pas le budget d'acheter, tu vois, un nouveau bien. Et donc du coup avec le nouveau bébé qui arrive et les nouvelles conditions qui devaient se faire, ils ont voulu en fait passer d'un T3 à un T4 pour déjà juste simplement faciliter leur vie avec l'enfant et de se dire que même en passant d'un T3 à un T4, on a même rajouté 2 WC. Enfin, pour te dire à quel point, tu vois, on a optimisé au maximum, que ce soit au niveau des rangements et de tout. Et au contraire, tu vois, le client est ravi et donc voilà. D'accord. Donc en fait, les maisons évolutives, c'est les maisons qui accompagnent, qui sont pensées pour accompagner une potentielle évolution, soit un agrandissement de famille, soit optimiser l'espace, voilà. Donc c'est une maison. En fait, c'est vraiment une maison qui a pour but de pouvoir évoluer avec le sens de sa famille. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat il a diminué et en fait, les gens n'ont plus cette capacité de qu'acheter tout le temps parce qu'ils ont une évolution dans leur famille. Le but c'est de pouvoir se dire OK, je peux pas racheter, par contre je peux faire des travaux. J'ai cette capacité de réaméliorer mes conditions en fait en interne. Et donc de me dire OK, je vais pas améliorer que les conditions énergétiques, je vais aussi améliorer un confort personnel à l'intérieur de mon bien. D'accord, c'est d'acheter en ayant l'optique de conserver le plus longtemps possible. Ouais. Bah la plupart du temps quand on achète, à part les investisseurs, la plupart du temps quand on achète dans le but de pouvoir se dire ça va être mon patrimoine par la suite. Ça va être le bien que je vais garder si je décide de rester là ou par la suite de le redonner à mes enfants. D'accord. Donc dans le but de pouvoir en fait rester dans ce sens-là et de se dire je vais pouvoir changer quelque chose par la suite ou améliorer par la suite. Et avec tes partenaires, quelles sont tes relations? Comment tu travailles un petit peu avec eux, tes fournisseurs Alors j'ai créé mon propre écosystème justement pour que je sois en fait le seul interlocuteur que mes clients connaissent. Le but pour moi c'est que les clients puissent avoir le maximum d'informations, le maximum de conseils, mais de rester leur seul interlocuteur. C'est-à-dire que ça me permet à moi de négocier des prix pour eux. Et ça permet aux clients de ne pas être mélangés avec trop de personnes. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, avec les groupements comme EDLV, j'ai pu créer un partenariat avec Soukaina, elle va se reconnaître si elle écoute le podcast, qui est un bureau d'études thermiques. Où en fait, du coup, tu vois, ça reste un partenaire, un fournisseur pour moi, parce qu'elle fournit un projet, enfin, en complément de ce que moi je peux apporter à mon client, mais c'est moi qui garde cet accompagnement. Et on a mis en place, en fait, avec mes partenaires, plein de petits éléments dans ce sens. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Leroy Merlin. C'est l'une des enseignes les plus aimées des Français et de beaucoup de gens. Et du coup, grâce à ça, en fait, moi, j'ai pu négocier des prix, améliorer certains avantages pour mes clients et potentiellement aussi pour le partenaire, vendre un produit et pour le client, négocier cette réduction. D'accord. T'interviens un peu comme une chef de projet. Ou tu pilotes ton projet, ton budget. Complet. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. En gros, le client, donc, il fait l'achat. Je l'accompagne sur l'archi ou la déco. Et ensuite, je l'accompagne même sur la réalisation de ses travaux pour la gestion des travaux, mais ça, franchement. Non, mais je le redis, tu mérites un billet en plus pour ça. Je te le redis, les clients ont du mal avec ça. Ouais, mais c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Et en plus, il y a un problème, c'est toi qu'on va voir. T'es dans la sauce. Si. C'est moi qui suis dans la sauce. Ouais, c'est ça. Mais en soi, normalement, c'est censé être bien géré dans le sens où c'est moi qui connais les artisans, c'est moi qui, voilà. C'est toi qui les choisis aussi. C'est moi qui les choisis avec les clients aussi. Et donc, du coup, en fait, les clients, en fait, sont toujours en train de négocier, tu vois, pour, par exemple, cette offre, tu vois, on parlait tout à l'heure, mon offre. Ça, par exemple, ça fait partie des offres que les clients ne cessent de négocier ou d'essayer de mettre à la baisse parce qu'ils ne comprennent pas
l'avantage pour eux. T'as beau leur expliquer, ils n'arrivent pas à avoir cette projection future ou plus tard ou autre pour comprendre en fait de pourquoi ils ont besoin d'être accompagnés pour ça. Bah aussi. oui, parce que tu sélectionnes les prestataires, tu vas sur place pour regarder l'avancée des travaux, tu centralises tout ce qui est paperasse, devis, facture, etc. Et tu te déplaces, tu sélectionnes les artisans. Et aujourd'hui, les artisans, c'est surtout ça aussi. Bah oui, comme de toute façon t'as fait des études d'archi, donc tu peux voir un peu tout ça. Donc voilà. Franchement, je trouve que c'est un soulagement et au moins t'es sûr que s'il y a un problème, s'il y a un point de vigilance à avoir, tu vois, on peut l'avoir avec toi. Ouais, bien sûr. Sauf que les gens en fait le voient pas comme ça. Alors, je dirais pas que c'est le style de clientèle, je pense que c'est vraiment les conditions où aujourd'hui, monétairement parlant, c'est dur de lâcher un billet pour dire je vais payer pour un service intellectuel. Tu vois, mais et pas forcément intellectuel. Et c'est un service intellectuel dans le sens où même si je te fournis des feuilles, des papiers, des trucs, ça reste un service où je fournis ma prestation de savoir en fait à tes côtés, tu vois. Et les gens ils ont du mal en fait à se dire mais pourquoi j'ai payé pour du savoir? Moi aussi je peux maîtriser. Et au final c'est que ceux qui ont eu un retour d'expérience ou qui ont eu entendu parler avec des proches que là ils se disent ah peut-être que. Mais moi, tu sais ce que je ferais? C'est que je sortirais une fiche avec le nombre d'heures d'appel, le nombre de mails envoyés, le temps tout compris que tu apportes, les prestations intellectuelles que tu apportes, tout ça. On va dire, ok, voici ce que concrètement je vous fais économiser. Est-ce que vous avez ce temps, cette énergie, ces déplacements à faire? Est-ce que vous avez tout ça? Faut se dire, en fait, moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est là le client dont je te parlais tout à l'heure. Là, il est en Nouvelle-Zélande. Il est même pas en France. T'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Il est même pas en France. C'est-à-dire qu'il sait que je gère son chantier. Il y a aucun souci. Il a des points. Il a des comptes rendus. Il a tout ce qu'il faut, en fait. Et il a confiance à 100%. Et c'est pas parce que du coup il est parti que non, il est parti parce que serein, parce que justement il sait qu'on est là. Tu as apporté exactement. Alors je vais te poser une petite question pour l'avenir de ton entreprise. Ouais. Quels sont tes projets à long terme pour ta boîte? Ouais. Est-ce que tu envisages d'élargir tes offres, tes services? Et quels sont les principaux défis que tu penses que tu auras à relever? Alors là, c'est une question un peu difficile. Je vais pas te mentir. Oublie les défis. Non, les défis, en réalité, c'est pour te répondre en premier, pour les défis, ça aurait été, en fait, de m'adresser un peu plus à des collectivités. Ouais. J'ai des projets, aujourd'hui en tête, que je veux vraiment et absolument réaliser, mais je peux pas y aller tant que, tout ce qui est département, écosystème, en fait, qu'on connaît de base, me bloque un petit peu. Là, je suis en pourparlers avec une collectivité pour une extension d'école en conteneur et autres, et c'est dur. Et en fait, d'avoir cet appui aujourd'hui un peu plus présent, tu vois, de ces collectivités autour de moi et autres. Comment je vois ma structure dans 4-5 ans? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que moi, j'arrive pas à me projeter dans aussi peu de temps. Tu t'arrives pas à te projeter après demain. Demain, si, c'est déjà bien, tu vois. Tu vois, j'arrive à me projeter un minimum. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai du mal à me projeter dans le sens où, en fait, ce que je veux, c'est déjà d'avoir une évolution dans la société. Ne pas être toute seule comme là aujourd'hui je suis, d'avoir des salariés que je pourrais accompagner et manager comme je veux moi et comme j'aurais aimé être managée. Et je dirais, en fait, développer mon offre. Développer mon offre, elle est déjà bien développée, mais l'améliorer, continuer ma recherche et développement, qui je pense elle peut être plus poussée et voilà. C'est pas mal. Je pense que c'est déjà bien. Oh, c'est déjà bien. Il y a de quoi faire. Je pense que j'ai déjà une offre qui est déjà bien ouverte, donc qui peut durer. J'ai fait exprès. Ah non, mais là, là, tirer un petit peu. Mais aujourd'hui, ah oui, de toute façon, tu travailles dans la globalité, mais est-ce qu'il y a une prestation qui est plus rémunératrice qu'une autre? Alors, avec la difficulté qu'on a eue au niveau de l'économie, le marché de l'immobilier était un peu difficile. Que ce soit pour de la construction, que ce soit aussi pour
pour tout le reste, ça a été à un moment donné difficile. Donc heureusement que j'ai eu un pied sur lequel rebondir avec l'archi. Je dirais que là, le côté le plus rémunérateur entre les deux à l'instant T, ça va être tout ce qui est rénovation énergétique, parce qu'on est en plein dedans. C'est en plein essor, surtout sur les nouvelles constructions. Et aujourd'hui, même sur les travaux ou les biens qui sont déjà construits, on nous demande de respecter des nouvelles normes, ou en tout cas, on commence à faire cette demande auprès de certaines personnes. Et le deuxième élément, c'est vraiment la construction des conteneurs que j'aimerais vraiment développer beaucoup plus sur la région parisienne. Parce que là, aujourd'hui, j'ai ce côté beaucoup plus pédagogique, en fait, avec les clients, pour expliquer, pour montrer, pour tout ça, et ne plus avoir ce besoin de se justifier de voilà, c'est comme ça, et ainsi de suite, et pouvoir montrer directement et se dire ok, vous voulez ça, on peut faire ça. Il y a ça, on fait ça. Et pas juste attendre des mois pour réussir à avoir ce projet qui s'aboutisse. D'accord. Donc, dans l'idée, ce serait, si on reprend l'ensemble, plus travailler avec le B2B, ouais. Valoriser l'offre des conteneurs. Ouais. Et voilà, tout ce qui est écologique, continuer dans cette lancée-là. Ouais, exactement. Ok, très bien, très beau projet. Merci beaucoup. J'ai une dernière question à te poser. Après, je te laisse. Il y a aucun souci. On va devoir se quitter un moment. Ah mince. On est si bien. Ouais, grave. Si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui souhaitait se lancer, enfin qui souhaite se lancer dans le domaine, dans l'entrepreneuriat, plus ou moins dans l'immobilier, quel serait le conseil que tu aurais à donner? Alors, si j'en avais 3, le premier, c'est de ne pas se lancer juste pour se lancer pour une vraie conviction et un vrai objectif. Le deuxième, c'est de pouvoir bien se préparer avant de se lancer, parce que il va devoir faire preuve de patience et de résilience, qui aujourd'hui n'est pas assez développée et dit, parce que je pense que ça m'aurait fait du bien de le savoir un petit peu plus, tu vois. Et le troisième conseil, je dirais, de croire aussi en lui. Parce que quand t'es dans l'entrepreneuriat, on te fait beaucoup douter. Donc du coup, vraiment, de croire en lui et de croire en lui, tout simplement. De croire en ses rêves. En ses rêves. Ça, c'est beau. Merci Astrid. Merci à toi Astrid aussi. Je te remercie d'avoir partagé un peu ton parcours, ta vision, tes envies, voilà. Merci, c'était très très intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté vous aussi. N'hésitez pas à laisser vos avis, à noter cet épisode, à nous dire ce que vous avez aimé sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer et tous les autres. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, poser vos questions en message privé, partagez vos expériences personnelles, je suis là pour vous répondre bien sûr. Et puis grande nouveauté, j'ai ouvert un répondeur qui vous permettra de poser des questions sur l'entrepreneuriat ou d'autres sujets, donc je vous donne le numéro, c'est le 07 56 96 90 91. Je répondrai à vos questions dans un épisode spécial ou par d'autres biais, nous verrons bien. Enfin, n'oubliez pas de partager cette émission autour de vous, à vos amis entrepreneurs, à ceux qui souhaitent se lancer, voilà, à votre cercle proche. Et plus on est nombreux, plus on rit, voilà. Enfin, plus on est nombreux, voilà. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, notamment 5 étoiles dans ma vie, ça m'aidera et aidera le podcast. Je vous remercie et merci, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Astrid, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao les meufs.